Azul Flaoun, Sabah al-Khair alaikum, bonjour tout le monde. Des amis m'ont transmis la vidéo qu'a consacrée M. Morad Dehina à l'émission que j'avais animée sur Berbère Télévision. J'avais hésité avant de répondre parce que je sais très bien que si vous mettez le doigt dans un processus polémique, il est extrêmement difficile de le stopper, sachant que ces gens-là vivent de ce genre d'invectives. Mais eu égard au respect que nous devons à notre opinion, j'ai décidé de répondre une fois. De quoi s'agit-il? J'ai fait l'effort d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. J'en ai retenu 3 aspects. Le premier est éminemment polémique. Le second aborde des chantiers, des dossiers importants pour le pays et qui méritent effectivement débat si la volonté de débattre existait. Enfin, il y a un troisième aspect qui appelle à ouvrir des perspectives à même de sortir le pays de la crise, de l'impasse dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement. Voyons donc les polémiques. À 3 reprises, M. Dehina me somme de répondre à des accusations, à des mensonges, à des élucubrations qui ont été déjà condamnées en tant que propos diffamatoires par la justice indépendante d'un État démocratique. Il s'appuie aussi sur les élucubrations de son nouvel allié, un capitaine sulfureux dont je n'ai pas entendu une voix positive chez les militaires ou chez les civils, qui m'accuse d'un certain nombre de forfaits et qui refuse de répondre lorsque lui est sommé de s'expliquer sur sa fortune dont aucune traçabilité n'a été établie jusqu'à aujourd'hui. Je dis fortune et d'autres méfaits sur lesquels nous aurons à revenir un jour. Ce qui est étrange dans cette polémique, c'est qu'au moment où M. Dehina s'appuie sur des individus dont il connaît très bien le discrédit, s'indigne de ce que des citoyens lui demandent, s'interrogent sur les immenses moyens, la grande logistique dont dispose son organisation qui regroupe un groupuscule de militants. Nous voyons tous effectivement que l'organisation Rached entretient des permanents, dispose de sites médiatiques importants et qui mettent quotidiennement à travers toute l'Europe. Nous voyons ses associés évoluer à Ankara ou à Doha. زيتوتاقي ثغلي استيميط دي أنقرة انسيت كان يدريمن أمكيس خدام من أنشتاقي أنويثني ديفكان Monsieur Dehina refuse de répondre. Alors il y a déjà un petit problème là-dessus. De la même manière que son capitaine refuse de parler de vérité qui l'accable et qu'il exige de répondre à des mensonges qu'il fabrique et dont il aura à répondre devant la justice, M. Dehina me somme de répondre à des mensonges, mais s'indigne de ce que les citoyens l'interrogent sur un certain nombre de questions qui se posent légitimement à tout moment politiques. C'est exactement cela que l'on appelle la mentalité totalitaire. Alors, est-ce que c'est le capitaine qui a contaminé l'islamiste ou est-ce que c'est l'islamiste qui a façonné la sécurité militaire? À la limite, il est peu important de répondre à cette question. L'essentiel, c'est que les totalitarismes partagent, ont en commun cette propension à jouer du mensonge et à interdire la vérité lorsque elle les démasque. Mais enfin, allons-y. Pour M. Dehina, celui qui refuse de se soumettre à leurs dogmes, à leurs diktats, est un affidé des militaires et de la police politique. Parlons de la police politique, du général Toufik et de tout le reste. Depuis que ma génération a commencé le combat, c'est-à-dire il y a 55 ans de cela, عندنا كلمة بسيطة قلنا من النهار الأول إذا ما لغيناش هذا الدي ار اس
الشرطة السياسية la police politique محال يظهر حل في الأزمة الجزائرية. Nous l'avons toujours dit, la dissolution de la police politique est la condition de la résurrection du destin algérien, qu'il s'appelle MALG, qu'il s'appelle police politique, qu'il s'appelle service de sécurité ou qu'il s'appelle DRS, ce sont nos ennemis historiques. Alors, qu'a fait le général Toufik contre le RCD que je présidais? Je vais vous donner un certain nombre d'exemples. C'est le général Toufik en personne qui a mis en place un groupe spécifique destiné à contenir le RCD dans l'espace kabyle. À chaque fois qu'une possibilité d'étendre notre influence organique ou politique en dehors de notre région d'origine, ces escouades d'indicateurs, de militants se sont mises en route pour nous bloquer. Nous avons pu, malgré les fraudes, malgré les pressions sur les candidats et leurs familles, avoir 29 communes en dehors de la Kabylie en 2007. Monsieur Toufik les a une à une déstabilisées en l'espace de 6 mois. 6 communes à Chlef, 2 communes à Intemouchen, 2 communes à Sidi Bel Abbas, 2 communes à Saïda, 5 communes à Djelfa, 4 communes à Msila, 3 communes à Batna, 2 communes à Biskra, 2 communes à Guelma. J'ajoute la commune de Kolo, la commune de Brienne, la commune de Bel Abbas, toutes, absolument toutes, ont été liquidées par le général Toufik. Allons plus loin. C'est le général Toufik lui-même qui a ordonné que le RCD ne dépasse jamais les 19 députés. على بالنا باللي الكتله البرلمانيه اللي عندها 20 مقعد ممكن تدير مشروع امام المجلس الشعبي الوطني. Un groupe parlementaire à 20 sièges peut introduire اقتراح قانوني, un projet de loi. Le général Toufik, à toutes les élections, a limité, a ordonné la limitation du nombre de sièges du RCD à 19 députés. On peut dire que c'est ancien. Je vais rafraîchir la mémoire à M. Dhina sur ma position vis-à-vis du général Medine récemment. C'est édité, c'est public. Et ça date du 25 mars 2019. Des voix reconverties à l'opposition avouent que le pouvoir a été exercé par des forces extra-constitutionnelles. La belle affaire. La principale force extra-constitutionnelle est la police politique. Aucun oligarque, aucun apparatchik ne peut violer durablement la loi s'il n'est pas couvert ou encouragé par les services parallèles. Bras séculiers de l'armée. On assiste à plusieurs manœuvres où des anciens réseaux du DRS, fidèles du général Medine, se reconnectent aux structures actives du renseignement pour préparer une OPA sur le mouvement à travers le parachutage de Yemin Zerouane, dont un poster géant a été accroché ce vendredi sur un bâtiment de la place Rodin. Voilà ma position vis-à-vis du DRS, vis-à-vis de la police politique, vis-à-vis de Toufik, vis-à-vis de son prédécesseur, le général Betchine, vis-à-vis des autres. Maintenant, on revient à ce que disais tout à l'heure, lorsque l'on accuse quelqu'un, lorsque l'on veut débattre, il est normal que l'on affiche les mêmes disponibilités en ce qui concerne son parcours et ses positions. J'ai interpellé sur Berber Télévision M. Dhina quant à ses connexions permanentes, suivies, secrètes avec la police politique. Il ne va pas répondre. Comme toujours, le totalitaire accuse à tort. Évidemment, il s'exonère de tous les crimes, de tous les abus. Vous avez été en contact avec l'ancien patron de la sécurité militaire, Qasdi Mirbah, lorsqu'il voulait se remettre en scène, revenir ou partager le pouvoir. Qasdi Mirbah a été assassiné à cause des contacts qu'il a eus avec vous, parce qu'au même moment, un autre clan du système manipulait
un clan islamique opposé au vôtre pour essayer de pérenniser le système politique en place. Ce sont des relations secrètes. Personnellement, à chaque fois que j'ai vu un responsable politique ou militaire, je dis bien à chaque fois, en temps réel et de manière complète, une relation, un rapport a été fait devant la direction du parti que je présidais. Je dis bien à chaque contact. Je ne crois pas savoir que vous ayez fait part de ces contacts occultes qui consistaient à jouer à la roulette russe le destin du peuple algérien avec une partie de la sécurité militaire. Voilà pour les services de renseignement, voilà pour le DRS dont vos mouches électroniques alimentent la toile pour essayer de faire oublier vos relations, vous, avec la police politique. Élargissons les relations. Pour vous, celui qui vous conteste, Amil Généralat, c'est un affidé des généraux. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Voici une lettre ouverte que j'ai adressée au général Gaïd Salah, chef d'état-major en poste, et j'étais en Algérie, le 10 avril 2019. Vous fûtes un partisan du 5e mandat. Vous avez accusé les manifestants d'être manipulés en vue de déstabiliser leur pays pour enfin admettre formellement que le peuple avait raison, quitte à donner une interprétation opposée à leurs revendications. Général Ahmed Gaïd Salah, l'Algérie a servi, étouffée, humiliée et pillée revient de loin. Elle a su retrouver vigueur, honneur et dignité à travers un mouvement miraculé, inspiré et animé essentiellement par une jeunesse à laquelle pourtant on n'avait laissé aucune chance. Tout appel à votre retrait. Alors quand on vous interroge sur vos connexions avec les services spéciaux ou l'armée, vous avez une réponse de totalitaire. Vous dites, حنا مؤسسة حركة سياسية عندنا علاقات مع مؤسسات الدولة، هذا شيء طبيعي. Alors celui qui joue le destin de façon clandestine avec la police politique est dans une mission normale. Les militants qui se sont battus toute leur vie contre la police politique et le militarisme sont des suspects. Quel débat peut-il y avoir avec vous là-dessus? Comment peut-on engager un échange lorsque vous avez décidé de confisquer la volonté divine pour vous donner tous les pouvoirs, pour vous exonérer de tous les crimes et que vous accusez à tort des gens que vous estimez être des sous-citoyens? Il n'y a pas possibilité de discussion. Vous devez d'abord sortir de votre bulle, de votre délire, pour qu'ensuite nous puissions engager des relations horizontales. Et dans toutes ces polémiques, dans tous ces mensonges, dans tous ces abus, il y a quelque chose qui est gênant. C'est que vous manipulez la polémique, la propagande, le mensonge, tout en disant, avec un ton mielleux, qui ne vous empêche pas d'être fielleux, au débat serein. Vous m'invitez à élever le niveau. On ne peut pas élever le niveau quand on fixe le débat dans le caniveau. Voilà du ACD. Je vais vous répondre. Il ne m'est pas difficile de trouver des militants du FIS, et vous en connaissez quelques dizaines, qui vous accusent d'avoir été l'organisateur, le planificateur, le concepteur des assassinats d'intellectuels. Je ne l'ai pas fait parce que l'histoire jugera cela. Je ne l'ai pas fait parce que je connais situer les priorités dans une crise aussi importante que celle que vit notre pays. Nous allons donc devoir un jour traiter de tout cela, mais je ne vais pas vous accompagner dans le caniveau. J'ai toujours essayé de protéger ma famille. Je ne l'ai jamais exposée. Je n'ai jamais voulu qu'elle se prévale de mes fonctions ou responsabilités. Je respecte vos enfants et vous aurez remarqué que je ne parle pas d'eux. Voilà pour ce qui est de l'aspect polémique. Venons-en maintenant
aux dossiers importants qui traînent depuis maintenant 1957 et qui n'ont pas trouvé les réponses qu'attendait le peuple algérien. Ces chantiers méritent effectivement discussion, méritent échange, pour peu que la bonne volonté, la transparence et la loyauté président à la discussion. Dans cet aspect des choses, il y a évidemment la forme et il y a le fond. S'agissant de la forme, M. Dhina a un problème de crédibilité et de confiance. Quand on a été responsable du bureau exécutif du FIS, un parti qui a appelé à l'insurrection armée, un parti qui a déclaré démocratie kofr, اللي قال كل شخص كل مواطن اللي ما يركعش قدامنا لازم يتنحى من البلاد ولا من الحياة. On a quand même le droit de voir si la mutation vers le combat pacifique que revendique aujourd'hui M. Dhina est sérieuse, est sincère et crédible. Or, que peut-on constater dans les faits? Il y a toujours une déconnexion, une incohérence, un antagonisme entre le propos et l'activité de son mouvement. Quand on dit حنا ثاني مستعدين باش نعملوا في اطار ديمقراطي ما تستعملش العنف. Fondamentalement, quels sont ceux qui portent la parole de M. Dhina? Nous avons un bazari politique fascisant qui distille son venin, يوزع في السم تاعو يوميا من لندن. عنده واقيلا 6 أيام قال سعيد السعدي مجرم، معناتها قتلوه. C'est un appel au meurtre. Ce monsieur a salué comme un acte de bravoure patriotique l'agression dont j'ai été victime à Marseille et qui émanait d'un hurluberlu complotiste qui aura à répondre de ses actes devant la justice et qui était secondé par un cadre de Rachid qui se prévaut d'être un de ses grands conférenciers. Je n'ai pas entendu M. Dhina se démarquer et encore moins dénoncer, ni a fortiori condamner ce genre d'indignité. Lorsque il s'est accoquiné avec son capitaine déclassé le 20 août dernier à Berlin, il ne s'est pas posé la question de savoir si le fait qu'un islamiste et un agent de la police politique se présentant comme des alternatives à la crise dont ils sont les principaux responsables allaient avoir un écho sérieux dans la population algérienne. Mieux, il a encouragé ce capitaine à s'abîmer dans l'indignité. J'ai vu qu'il nous a attribué une dizaine d'adresses de biens immobiliers en France. Je vous ai dit qu'en dehors des 3 biens que j'ai rendus publics, vous pouvez prendre tout le reste. Yassine, le capitaine. Évidemment, nous attendons toujours que vous nous donniez l'origine de la fortune de votre femme et de vos enfants. Naturellement, en tant que débris du KGB, vous ne répondrez pas. Fondamentalement donc, il y a une déconnexion entre l'aveu de la mutation de la violence assumée du fils vers la reconversion au combat pacifique. Ce n'est pas crédible. Venons-en maintenant au fond de la démocratie que vous revendiquez aujourd'hui. Vous dites, nous aussi nous sommes des démocrates, mais لا أصوليين لا إسلامويين لا إرهابيين. Bienvenue au club. Il n'y a aucun problème. Mais là encore, lorsqu'on analyse votre discours, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans les ambiguïtés. Vous avez le niveau, vous, que peut ne pas avoir votre capitaine, que peut ne pas avoir votre poussard de Londres, que n'ont certainement pas les voyous de Marseille. Vous avez le niveau pour savoir que les fondamentaux démocratiques ne sont pas de l'idéologie. Vous revenez là-dessus
pour rendre encore illisible une scène politique déjà bien embrouillée. Ce n'est pas très sain, ce n'est pas très loyal, ce n'est pas très responsable. Vous vivez depuis trop longtemps en Europe pour ne pas comprendre que les fondamentaux démocratiques sont des valeurs universelles, des valeurs humanistes qui ne sont ni de gauche, ni de droite, ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du Nord, ni du Sud. Ce sont des fondations sur lesquelles repose toute construction démocratique. Vous savez très bien que la plus ancienne démocratie au monde, la Grande-Bretagne, il y a deux partis qui s'opposent idéologiquement en tout point de vue. Raoum, Kirgat, Wolfar, entre les Tories et les travaillistes, c'est l'incompatibilité idéologique totale. Mais jamais, au grand jamais, un parti occupant le pouvoir ne change l'habeas corpus, c'est-à-dire les fondamentaux démocratiques. L'égalité des sexes, le respect de la vie humaine et plus généralement des droits humains, la liberté de culte, c'est-à-dire, et j'insiste là-dessus, le droit de croire ou de ne pas croire, le droit d'adhérer à une religion et d'en sortir si on en a envie, le respect de la minorité. Et quand je dis le respect de la minorité, ça ne veut pas dire tolérer dans un coin une minorité. الأقلية عندها الحق تهضر وعندها الحق باش تراقب الأغلبية. Donc c'est pas une petite affaire qui consiste à tolérer un petit groupe en attendant de le faire disparaître. Tout cela, ce n'est pas de l'idéologie. Ce sont les fondations qui font toutes les nations démocratiques. Vous ne voulez pas l'entendre. Et vous revenez là-dessus en faisant semblant de ne pas avoir compris la différence qu'il y a entre les fondamentaux démocratiques et l'idéologie. L'idéologie, ce sont des tentations, ce sont des options qui permettent d'orienter une politique gouvernementale à gauche, à droite, au centre, mais ce ne sont pas des problèmes qu'il faut confondre avec les fondamentaux démocratiques. Lorsque vous êtes sommé de vous prononcer sur l'égalité des sexes, في الأول قال حنا مسلمين ما نقدروش نقارنوا بين الرجل والمرأة. Finalement, ça ne peut plus passer. Vous ne pouvez plus dire démocratie كفر. Et donc, vous faites une petite concession. Je vous ai entendu dire حنا ثاني مستعدين نعطيو حقوقها المرأة الجزائرية. Vous bottez en touche. Il ne s'agit pas de donner des pouvoirs singuliers, particulier, réduit à la femme. سؤال بسيط والجواب لازم يكون واضح. Êtes-vous pour ou contre l'égalité des sexes? Vous ne pouvez pas le voyer. Vous ne pouvez pas esquiver. Dernièrement, سمعتك Monsieur Dhina dit يا سيدي قابلين باش نقولوا حنا ثاني vive l'égalité des sexes. Mais immédiatement, c'est-à-dire dans la seconde qui suit cet aveu qui devait lui écorcher la bouche, قال ولكن علاش نهضروا على هذا الشيء ما نقدروش نطبقوا هذا الموضوع. Mais appliquer une décision politique, c'est déjà la reconnaître. Si on veut qu'elle soit appliquée, il faut d'abord la reconnaître. Vous êtes un peu comme l'élastique. En tirant fort dans certaines circonstances, on peut vous amener sur des positions acceptable. Mais dès qu'on vous lâche, vous repartez vers le lieu, vers l'archaïsme, vers le totalitarisme qui est constitutif, qui est consubstantiel de la mentalité qui anime votre discours. Confusion aussi lorsque vous invoquez à plusieurs reprises l'Allemagne. Ça fait 3 fois qu'il me répond en me renvoyant l'exemple de l'Allemagne, mais toujours de manière pernicieuse, de manière parcellaire, de manière instrumentalisée, de manière vicieuse. La question que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'église en Allemagne, je connais l'importance de l'église dans la société allemande. Je dis que l'Allemagne n'a pas mis l'église au centre de la décision politique. Vous me répondez encore la dernière fois, en me disant que l'église a un rôle dans le pouvoir exécutif. عندها مؤسسات في الاقتصاد وتعمل في السوق. Mais ce n'est pas le problème. Qu'une abbaye produise du miel
ou bien qu'une association religieuse fasse des objets artisanaux et qu'elle lance dans le circuit économique, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est est-ce que c'est l'Église qui décide et dicte la décision qui régente la sphère économique? Vous ne voulez pas répondre là-dessus. Là encore, vous faites de la confusion. Il ne peut pas y avoir de débat possible là-dessus. Alors, pour terminer, je pense qu'un scientifique comme vous a les possibilités de s'émanciper d'un passif lourd et qui doit pouvoir apporter sa pierre de manière courageuse. Il faut beaucoup de courage pour sortir des habitudes, des réflexes, des acquisitions, des conforts, des paresses intellectuelles et surtout des rapports de force qui vous donnent le droit d'abuser de la loi pour imposer même l'illégalité, voire l'impunité. Il faut beaucoup de courage parce que notre pays est dans une situation qui met en péril sa destinée en tant que nation, État et société. Dans le troisième aspect de son intervention, M. Dina aborde les éventuelles possibilités qui s'offriraient au peuple algérien pour mettre un terme au drame, à l'impasse dans lequel il se débat maintenant. Et il ouvre un certain nombre d'idées. Il faut absolument d'abord faire le bilan de ce qui s'est passé. On ne peut pas avoir une réponse sérieuse, efficiente, rapide face à un drame qui dure depuis maintenant 1957, c'est-à-dire la date de l'assassinat d'Abban Ramdan. On ne peut pas avoir porté au nu celui qui a déferlé avec l'armée des frontières pour faire un coup d'État au lendemain de l'indépendance, laissant sur le carreau 1009 moudjahidines de l'intérieur et lui décerner le titre de père de la révolution alors qu'il n'a jamais tiré une balle contre l'ennemi. Les seules balles que Boumediene a fait tirer, il les a fait tirer en 62 contre les moudjahidines de l'intérieur. On ne peut pas avoir une issue, une réponse rapide, une solution rapide lorsqu'on a construit un État sur une succession de coups d'État, sur des assassinats politiques, sur la corruption institutionnelle, sur les fraudes électorales. Eh bien, il faudra bien savoir que tout cela doit être mis à plat dans une phase de transition, sans invective, sans volonté de règlement de compte, mais sans concession, si on veut véritablement terrasser à zéro et construire quelque chose qui dure et qui prémunisse nos enfants des turpitudes, des malheurs que nous avons, nous, connus. Il est fondamental que M. Dina, qui peut avoir un rôle à jouer s'il a réussi à s'émanciper de ces vieux démons, comprenne qu'il ne peut plus se permettre de rater la bataille de la démocratie comme ils l'ont fait par le passé. Ils ont raté la bataille des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas les instrumentaliser pour se plaindre lorsqu'on est attaqué et les oublier lorsque c'est quelqu'un qui est loin de vous qui est accablé par une injustice. نهار وقعت الكارثة في المطار تاع الجزائر ومنهم مدير الديوان تاع باسي مدني الكتلة اللي دارت هذه الجريمة حكموا عليهم بالإعدام. أنا خرجت j'ai écrit et la seule lettre qui a été adressée à la présidence de la République refusant, condamnant cette condamnation à mort, c'est moi qui l'ai faite. Et pourtant, je sais très bien. على بالي لو كان صابوا فرصة كانوا يقتلوني أنا. Mais je ne fais pas ce genre de calcul quand on fait dans les droits de l'homme. Il va falloir aussi ne pas rater la question de la reconstruction de l'identité nationale que vous avez loupée. Vous nous avez accusés d'être des diviseurs de la nation. انتم اللي قلتوا هذا الناس اللي يدعوا بالأمازيغية هم أولاد الباباس. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, et c'est vraiment un message sérieux que je vous lance, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas rater la bataille de la laïcité. C'est un combat de ce siècle, c'est un combat planétaire, on peut l'accompagner, mais on ne peut pas l'arrêter. Vous pouvez faire perdre du temps, mais vous ne pouvez pas arrêter le combat de la laïcité. Voyez ce qui se passe de par le monde. Même l'Arabie Saoudite, et je n'ignore pas les arrière-pensées qu'il peut y avoir derrière de la part des Américains, sont en train de s'émanciper du wahhabisme.
Regardez ce qui se passe au Liban, un pays multiconfessionnel qui est créé sur la base des religions depuis 1945. J'ai entendu son chef de l'État dire que la seule manière d'éviter l'implosion de ce pays, c'est d'aller vers un État laïque. Voyez ce qui s'est passé au Soudan, République islamique archaïque, grégaire, primaire, et qui aujourd'hui dispose d'une constitution laïque. Ne faites pas encore des Algériens les derniers dans l'école du progrès. Nous sommes les enfants d'Abban et de Ben Mhidi. Ce sont eux qui ont servi d'exemple au peuple du tiers-monde. De grâce, ne nous amenez pas à être les derniers de la classe du combat démocratique. Voilà donc les éléments sur lesquels je voulais insister. Je terminerai sur un autre aspect qui peut paraître polémique, mais qui est important, puisque vous n'avez pas pu vous empêcher de lancer encore une petite pique sur Saïd Saadi qui s'adresse au public francophone. Là encore, votre horloge politique est bloquée exactement comme l'est votre horloge culturelle. Vous vivez en Suisse. C'est une confédération où il y a 4 langues officielles. Je pense que c'est un beau pays puisque vous l'avez choisi. Les gens se tolèrent. Il y a des gens qui parlent allemand, il y a des gens qui parlent italien, il y a des gens qui parlent romanche, il y a des gens qui parlent français. Tous vivent en bonne entente. Je ne vous ai jamais entendu saluer en amazigh. Il faut croire que cette langue vous écorce la bouche. Eh bien moi, تمازيغ تطلع لي البوش الجمع ثارات سليغاس ولارس إلا واندا يتولاه إلا واندا يدسكن كرا إلا واندا يسونفا. Le français fait partie de ma culture constitutive, de ma pensée. J'assume les 3 langues. Et je vais vous répondre dans les 3 langues. إلاق أنبني ثمورث وغادي حذروها. لازم كل واحد يكون حر في بلاده et la liberté est un droit à tous. Il serait temps que vous appreniez à compter jusqu'à 3, y compris sur le plan des langues. Vous voyez où nous a mené le double langage. Nous avons perdu maintenant une demi-heure, 3/4 d'heure, au lieu de parler du verrou militariste qui est en train de bloquer la destinée du peuple algérien. Et je vais profiter de l'occasion que vous me donnez pour m'adresser aux militaires algériens. Je ne suis pas comme vous qui sollicitent leur arbitrage pour organiser la transition. La transition doit se faire parce que seul le citoyen doit arbitrer son destin. Beaucoup qu'on vous dise, l'armée est l'épine dorsale de la nation. La seule épine dorsale de la nation qui peut garantir un destin stable, viable, c'est la citoyenneté. L'armée doit rentrer aux casernes. Je le dis aux militaires algériens parce qu'il est de leur intérêt de le saisir. Je le dis aux militaires algériens parce que je ne peux pas me résoudre à l'idée qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ont fait les militaires soudanais. Il est absolument fondamental qu'ils comprennent que le militarisme a vécu, que les jeux des chaises musicales qu'ils organisent tout en restant derrière les rideaux est à l'origine du malheur algérien. Alors, vous, militaires, soyez à la hauteur des exigences de votre temps, soyez dignes de la mission de défense des frontières qui est la vôtre, et soyez à la hauteur des attentes du peuple algérien. Fin de merci.